Eh bien, je vous souhaite à présent la bienvenue à ce premier webinaire en ce 11 décembre qui porte sur les enjeux de transition énergétique pour les territoires. Il sera ponctué donc, de temps d'interactivité et de temps d'échange. J'invite à présent Raymond Charbonnier, président du CIDELA, maire de Paimboeuf, puis Frédéric Dunet, premier vice-président du CIDELA, premier adjoint de Guérande, à introduire ce webinaire. Donc Raymond Charbonnier, nouvellement élu président du CIDELA. Et le CIDELA, je le rappelle, c'est le syndicat d'électrification et d'énergie de Loire-Atlantique. C'est un acteur public référent de l'énergie au service des collectivités et né de cette volonté de mutualisation des communes et pour les communes. Un aspect très important. Nous sommes, alors, dans les collectivités, il y a de nouveaux élus, très nombreux, et au CIDELA aussi. Et il nous a semblé important de pouvoir présenter le CIDELA, qui, à travers ses missions et ses expertises, constitue une véritable boîte à outils à même d'accompagner les projets des collectivités dans tous les domaines historiques, et puis, notamment, sur les PCAET que tous les EPCI ont adoptés. Voilà. Donc, je laisse la parole à Frédéric pour la suite. Il s'agira pour nous de vous montrer à travers les 8 prochains webinaires comment le CIDELA agit à vos côtés pour vous aider dans vos projets et dans votre gestion de votre patrimoine réseau. Ce premier webinaire vise à planter le décor du contexte énergétique français et ligérien. COP21, loi de transition énergétique, décret tertiaire, décret GTB. Ok, et concrètement, que cela implique-t-il pour nos communes? Nous tentons d'y répondre. La seconde partie du webinaire aura pour vocation de vous apporter les éléments du contexte sur le réseau électrique, propriété des communes ou parfois transféré au CIDELA. Il est parfois bien compliqué de comprendre les rôles d'Enedis, du CIDELA et d'autres intervenants sur nos communes, de bien comprendre les enjeux des uns et des autres, avec les évolutions fortes sur les usages que nous connaissons tous, la mobilité électrique, l'énergie renouvelable, l'autoconsommation, entre autres. Je laisse la parole à Raymond à nouveau pour terminer cette introduction. Oui, donc en fonction des éléments dont on vient de parler, Frédéric, nous avons dégagé un certain nombre d'enjeux importants. Et les webinaires suivants, celui d'aujourd'hui, sont focalisés et nous essayons de vous fournir quelques clés pour vous accompagner dans vos projets. Donc, le 8 janvier, la fracture électrique, réseau Smart Green, RIG. Le 22 janvier, projet éolien et projet d'énergie renouvelable citoyenne. Le 5 février, éclairage public, infrastructure électronique. Le 19 février, maîtrise de l'énergie consommée dans nos bâtiments communaux. Le 5 mars, énergie solaire photovoltaïque. Le 19 mars, mobilité durable. Et le 26, méthanisation et réseau de gaz. Comme vous le voyez, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner à travers tous vos projets de PCAET notamment. Nous laissons maintenant la place au service pour la présentation en 3 parties de ce premier webinaire sur les enjeux de la transition énergétique. Merci de votre attention. Voilà, vous voyez affichés ici les différents intervenants qui vont se succéder pendant ce webinaire. Moi-même, je serai en charge de l'animation. J'aurai le plaisir effectivement de faire cette fonction, d'assumer cette fonction. Il y a Amandine Adrani qui va débuter, coordinatrice PCAET et mobilité au CIDELA. François Oran, responsable développement et exploitation à la SEM CIDELA Énergie 44. Et Gauthier Moreau, co-responsable transition énergétique au CIDELA. Sans plus tarder, je laisse la parole à Amandine Adrani qui va démarrer donc ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Comme il a été évoqué en introduction, ce séminaire il va s'orienter sur 3 grandes parties. La première, sur les contextes en jeu et pourquoi les enjeux de transition énergétique, au final, pourquoi on est aussi assis autour de la table, entre guillemets, aujourd'hui. La deuxième partie, sur les enjeux actions vers où allons-nous, quelles sont les trajectoires aujourd'hui qui sont fixées au niveau national, et on fera aussi un rapide retour de vos trajectoires qui ont été approuvées pour certains dans vos plans climat. Et la troisième partie, qui sera un peu plus concrète, on tâchera d'illustrer par 4 actions très concrètes qui peuvent être mises en œuvre au sein de vos territoires.
Pour commencer, et en préambule, on souhaitait rappeler les principales raisons aujourd'hui qui nous poussent à agir. Alors, je ne vais pas rentrer dans un niveau de détail, mais ça permet quand même de poser le décor. Une des premières raisons, on en entend quand même très souvent parler, et surtout en ce moment, le dérèglement climatique. En 2015, il y a 5 ans, en fait, aujourd'hui, les 5 ans justement de l'accord de Paris, au niveau international, les États se sont mis d'accord pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré d'ici 2100. On constate aujourd'hui que nous sommes déjà à 1,1 degré en 2020. Il faut voir quand même que ça nous laisse peu de marge de manœuvre. Par ailleurs, les engagements, je parle là au niveau international, montrent que et les engagements, les objectifs, les politiques actuelles ne permettent toujours pas d'ailleurs de répondre à cet engagement des accords de Paris. Aujourd'hui, il est estimé par un certain nombre d'experts que ces engagements et ces politiques permettraient de limiter la hausse des températures entre 2,1 degrés et 3,9 degrés, ce qui montre qu'il voilà, nous reste encore du travail sur nos engagements. En France, en 2019, il a été acté, au travers de la loi énergie-climat, il a été acté qu'il fallait atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette neutralité carbone d'ici 2050 permettra justement de limiter cette hausse à 1,5 degré. Rapidement, la neutralité carbone, c'est un état d'équilibre entre ce qu'on émet d'un côté d'un point de vue des gaz à effet de serre, au travers de nos activités, nos déplacements, nos logements, nos industries, et ce que la nature est en capacité d'absorber au travers à la fois ses océans, mais plus concrètement sur notre territoire, au travers nos forêts, nos zones humides, nos haies bocagères, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'atteindre cette neutralité carbone d'ici 2050 pour limiter cette hausse des températures. Autre constat important, c'est l'épuisement des ressources. Je vais faire un rapide focus sur les énergies fossiles, mais l'épuisement des ressources, il y en a une liste longue comme le bras. Sur les énergies fossiles, on sait que c'est une énergie aujourd'hui qui est non renouvelable. Et si on prend un tantinet de recul sur l'échelle de l'humanité, on se rend compte que les énergies fossiles sont au final, alors entre guillemets, je passe mes mots, un petit phénomène dans le sens où elles vont disparaître aussi vite qu'elles ne sont apparues. Simplement, c'est l'utilisation massive pendant un si court temps de ces énergies fossiles, le fait qu'on a brûlé, qu'on les brûle encore, ces énergies fossiles, qui fait qu'il y a eu des émissions de gaz à effet de serre très importantes sur une petite période, et ce qui provoque notamment le dérèglement climatique et les conséquences que l'on connaît déjà aujourd'hui. Donc voilà pour les deux grands constats. Il y en a d'autres aussi, on aura l'occasion d'en reparler au cours de la présentation. La dépendance énergétique, on le verra, on apporte beaucoup aujourd'hui d'énergie, ce qui peut provoquer aussi des risques géopolitiques. La précarité énergétique pour nos ménages, on a pu le constater quand même ces dernières années, la moindre hausse, notamment sur le carburant, peut provoquer aussi des crises sociales, mais aussi des problématiques de qualité de l'air, du fait de la combustion aussi de toutes ces énergies. Cela aussi peut provoquer des problématiques beaucoup plus locales de qualité de l'air et de santé publique derrière. Donc voilà très rapidement un préambule qui permet justement de reposer ces constats. Place aux résultats. Tout d'abord, les résultats qui sont affichés ici concernent le territoire de la Loire-Atlantique en dehors Nantes Métropole. Donc on a souhaité se rapprocher au plus près du territoire justement du CIDELA. Donc au total, il a été plus de 17, quasiment 17,7 TWh durant l'année 2016. Je fais juste une rapide parenthèse. Ces données sont issues de bases émises V5 qui sont proposées par RPI de la Loire, et vous avez un lien qui vous permet d'aller voir justement ces données plus en détail qui sont disponibles en open data. Donc quand on regarde la répartition par secteur consommateur, il y a deux gros secteurs en jeu. On le voit bien sur cette couronne, à la fois le transport routier à 37% et le résidentiel à 30%. C'est vraiment les deux gros secteurs aujourd'hui qui consomment le plus sur notre territoire. Ensuite, on a l'industrie à 18%, le tertiaire à 9%. Dans le tertiaire, il y a et le tertiaire public et le tertiaire privé. Et enfin, l'agriculture. On a vu dans les résultats que l'agriculture ressortait un peu beaucoup. Souvent, c'est parce qu'on a une confusion entre les consommations d'énergie, donc en gigawattheure, et les gaz à effet de serre. Alors, on a décidé là de ne pas vous présenter la répartition des gaz à effet de serre parce que voilà, on a plusieurs autres informations qu'on souhaite partager avec vous. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est plus de 17 TWh de consommation d'énergie.
elles sont responsables de 68% de gaz à effet de serre sur ce même territoire. Le reste des gaz à effet de serre, qu'on va dire des gaz à effet de serre non énergétiques, proviennent du monde agricole. Et c'est pour ça aussi que souvent, on pense que c'est le monde agricole qui, enfin, voilà, quand on parle de consommation d'énergie, c'est le numéro 1. Mais en fait, c'est, entre guillemets, le numéro 1 sur les gaz à effet de serre, du fait des pratiques agricoles. Bon, on ne rentrera pas dans ce détail-là, mais c'est aussi le monde agricole par ses prairies qui permet aussi de stocker une sacrée quantité de carbone. Donc voilà, c'est pas forcément là où il faut tout de suite taper, entre guillemets, sur les doigts. Je préfère aussi faire cette rapide parenthèse-là. Si on regarde cette répartition par EPCI, par territoire, on s'aperçoit qu'il y a quand même des disparités assez fortes. On retrouve quand même toujours les deux gros secteurs, le transport routier et le résidentiel, ça reste quand même les plus importants. Néanmoins, si je prends deux exemples avec Estuaire et Sillon et par exemple Erdre et Gèvres, ou même Blain, la communauté de communes de Blain, on s'aperçoit que sur ces territoires-là, le transport est beaucoup plus important que sur d'autres territoires. Si on prend par exemple les territoires de la Carène et de Châteaubriand, sur vos territoires, là, l'industrie a une part quand même plus représentée que sur d'autres territoires. Donc forcément, ces spécificités-là, elles vont impliquer des stratégies, des plans d'action qui sont différents auprès de cibles différentes. Maintenant, d'où vient cette énergie? Grosso modo, enfin, pas grosso modo, c'est un recours massif aux énergies fossiles. Bon, ce n'est pas forcément une grande surprise. Quasiment la moitié, près de la moitié vient des produits pétroliers, une bonne partie du gaz naturel. Quasiment plus d'un quart aussi provient de l'électricité. Alors sur l'électricité, on va en parler après, mais il y a une partie qui vient et du nucléaire, 72% du nucléaire, mais aussi une partie qui vient de la production d'énergie renouvelable au travers l'éolien, le solaire et l'hydraulique, pour faire les plus grandes sources en tout cas d'énergie. Sur le territoire, il y a aussi 7% qui vient du bois énergie, donc votre bois de chauffage, pour chauffer votre salon durant l'hiver, et les agrocarburants. Si on somme toutes les sources d'énergie renouvelable sur nos territoires, on a 14% aujourd'hui de part d'énergie renouvelable dans notre consommation finale. C'est un chiffre important à avoir en tête parce qu'on va voir après les objectifs et voir du coup l'écart qu'on a aujourd'hui. Si maintenant on croise les consommations, ce qu'on consomme et d'où ça vient, on s'aperçoit que, sur le transport, en très très grande majorité, à plus de 90%, c'est les produits pétroliers. À 6%, c'est les agrocarburants. Et dans une moindre mesure, c'est l'électricité. Alors rapidement, je m'arrête juste sur ce graphique-là, qui peut être une forme un peu inédite. On voit que sur la droite, on a les consommations. Voilà, on a les secteurs consommateurs, donc le transport, l'agriculture, le résidentiel, le tertiaire et l'industrie. Et sur la gauche, on a les sources d'énergie qu'on a pu voir. Donc là, on voit qu'en grande majorité, le produit pétrolier alimente le secteur du transport. Si on passe au secteur agricole, pareil, en grande partie, on est sur les produits pétroliers pour les engins agricoles, les tracteurs, les poids lourds, etc. Sur le résidentiel, on a une plus grande majorité d'électricité, également de gaz, et c'est là qu'on va retrouver la grande majorité de la biomasse, donc du bois énergie pour chauffer nos maisons. Sur le tertiaire, en plus grande majorité, l'électricité. Et sur l'industrie, c'est là aussi qu'on va retrouver le gaz, notamment pour alimenter des process industriels qui nécessitent de la chaleur. Donc voilà sur justement le lien entre les sources d'énergie et ce à quoi aujourd'hui elles sont utilisées. Si maintenant on passe tous ces gigawattheures en euros, ça donne au total, en 2014, une facture énergétique de notre territoire à 1,3 milliard d'euros. Alors, c'est une somme qui paraît assez importante, mais c'est notre facture énergétique en 2014. Si on le rapporte, cette facture-là, par ménage, ça représente 2 400 € par ménage et par an. Donc, attention à ce que je dis, c'est pas ce que paye un ménage chaque année, c'est parce que là, on retrouve l'industrie également, l'agriculture, etc. C'est la facture énergétique rapportée au ménage. Sur cette facture énergétique, il y a une partie qui peut rester sur le territoire, du fait de production locale d'énergie renouvelable, mais ça dépend aussi du portage du projet, qui porte le projet, du coup, où restent les richesses, mais on aura l'occasion justement d'en reparler au cours de la présentation.
Et il y a aussi une très, très grosse partie aujourd'hui de toute cette facture qui sort du territoire et qui forcément est liée aux importations d'énergie qui peut notamment provenir de monteurs de Bretagne si on parle du gaz naturel. Et forcément, cette facture énergétique, elle fait écho aussi au constat qu'on a pu échanger en amont sur la précarité énergétique, mais aussi du coup sur cette dépendance énergétique à d'autres pays qui peut aussi provoquer un certain nombre de risques géopolitiques. Donc, j'en ai terminé pour ma part sur cette première grande partie. Si justement vous avez des questions, n'hésitez pas on va pouvoir faire il y a sûrement déjà des questions sur le fil de conversation. On est disponible pour ça. Donc, je vois qu'il y a une question sur l'industrie. Donc, la consommation énergétique est comptabilisée. Ou pour ce secteur, est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus clair dans votre question, Madame Dumas? À moins que, Amandine, tu... Aujourd'hui, oui, en effet, dans le secteur industriel, c'est hors la branche énergie. Et il y a une faible partie qui correspond au secteur énergétique, en fait. Enfin, sur justement la production d'énergie. Elle n'apparaît pas, en fait, à moins qu'elle est fine dans les statistiques. Puis des métropoles, Nantes, Saint-Nazaire, Aglo... Alors, ça, je suppose que c'est sur la deuxième question. Aujourd'hui, sur les données là qui vous ont été partagées, il n'y a pas les données de Nantes Métropole dedans. Par contre, on a mis l'ensemble de la Carène. C'est vrai que le Saint-Nazaire n'est pas aujourd'hui adhérente au CIDELA, mais on n'a pas enlevé juste la commune de Saint-Nazaire, la Baule et le Croisic. Et pour compléter un tout petit peu la réponse d'Amandine, donc Gauthier Moreau, du CIDELA, sur en fait typiquement la production d'électricité qui serait réalisée à Cordemais sur notre territoire, pour pas le citer, ça c'est compté dans les émissions du mix énergétique, mais c'est pas compté dans l'industrie par exemple. Donc tout moyen de production énergétique qui émet des gaz à effet de serre est compté dans la part énergie, il n'est pas compté dans la part industrie. C'est là la distinction. Et pour terminer sur la question de la consommation d'énergie, à l'échelle on est à peu près à 30 TWh, tout compris, et vous voyez que sur le périmètre CIDELA, on est à 17. Donc on est à peu près à 55-45, c'est-à-dire que le poids de la métropole représente 45% de la consommation d'énergie à l'échelle du département. Il y a deux autres questions qui arrivent là. Les chiffres de Loire-Atlantique sont-ils comparables avec le territoire national? Typiquement, en Loire-Atlantique, on a quand même un territoire relativement plat et agricole, par exemple. Donc, les chiffres, tous les chiffres concernant la partie agriculture, ils sont propres au territoire. Et puis, comme le montrait Amandine tout à l'heure, on voit déjà au sein de la Loire-Atlantique, par exemple, entre un territoire plutôt avec un tissu industriel très important ou un territoire avec un tissu agricole très important, on voit déjà qu'il y a des disparités dans les répartitions d'énergie. Et puis, pourquoi les chiffres sont ceux de 2016 ? Parce qu'aujourd'hui, l'observatoire régional qui comptabilise l'ensemble de ces émissions et qui constitue finalement un petit peu la donnée de référence globale, les dernières données qui nous ont été mises à disposition à date de 2016, elles sont mises à jour tous les 2 ans. Et il y a eu un petit peu de retard dans la publication des données qui auraient dû être pour celles de 2018. On ne devrait pas tarder à avoir celle de 2018, normalement. Mais bon, sachez qu'il n'y a pas quand même il n'y a pas de grande révolution là, sur les 3-4 dernières années sur la répartition des consommations.